Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Raymond, je suis entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Marjorie. Marjorie est infirmière, elle travaille souvent de nuit, mais elle est bien plus que ça. Elle dédie l'essentiel de son temps à l'écriture, avec pour ambition, à son tour, d'accompagner des auteurs. Bonjour Marjorie, bienvenue. Bonjour. Ça me fait plaisir de t'avoir parce qu'effectivement, comme je l'ai fait, tu participes à des ateliers d'écriture, notamment à l'école Les Mots. Donc tu écris, tu suis aussi une formation universitaire et tout ça en parallèle de ton travail. Alors, comment tu trouves ton énergie pour réussir à mener toutes ces activités de front? D'abord, ça s'est fait progressivement. Je me suis pas lancée dans tout ça en même temps. Donc je suis toujours donc en poste à temps plein la nuit à l'hôpital dans le sud, et j'ai découvert l'école d'écriture à Paris. J'ai fait un stage, ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait un deuxième, un troisième. C'est très addictif. Et du coup, je me suis donné un an en disant, ok, on va essayer de suivre le plus de stages que je peux. Donc pendant un an, j'ai jonglé avec mes plannings, j'ai changé des nuits, j'ai utilisé mes vacances. J'ai deux enfants à la maison, donc il a fallu aussi avoir des relais. Et ça s'est à peu près goupillé. Et j'ai pu. Et ben, j'ai commencé du coup à maîtriser plus, à vouloir écrire moi aussi, parce que j'écrivais déjà avant, mais du coup maintenant je voyais un peu mieux en quoi ça consistait. Et donc, je me suis dit, oh, l'année suivante, je vais continuer parce que quand même, il me manque encore deux, trois petits trucs. Donc, on a maintenu une organisation avec mes enfants, une copine, les trains, l'hôpital, une deuxième année. Et puis, en fait, c'est là-dessus que s'est greffée l'idée de devenir moi-même animatrice en atelier d'écriture. Donc, j'ai fait l'admission à la fac, comme ça, voir. Et puis, ça a marché. Donc, je me suis dit, oh, ce serait trop bête de ne pas y aller. Voilà, donc j'ai essayé de négocier un peu avec le travail pour obtenir quelques journées. C'est pas très évident dans la condition en ce moment avec l'hôpital où ils ont un peu trop besoin de nous, et puis donc c'est très compliqué. Du coup, ben, je continue en fait pour la troisième année à jongler. Donc c'est fatigant, mais du coup ça demande une organisation béton. Mais l'énergie me vient de mon organisation en fait, parce que du coup j'ai appris à faire beaucoup de choses dans le train pour avoir plus de temps libre en dehors. J'ai appris à beaucoup me servir du téléphone, du Zoom et des relais. J'ai appris à autonomiser mes enfants qui ont 15 et 16 ans et qui participent de fait au projet de maman après, parce que je suis divorcée, donc j'en ai la garde depuis un moment. J'ai passé beaucoup d'années à tout mettre pour eux, et puis maintenant on équilibre un peu. Donc ils apprennent aussi à rentrer tout seuls des fois, à faire le repas le soir en attendant que j'arrive, et à promener les chiens, ce genre de choses, quoi. On est devenu plus communauté que famille maintenant, parce que du coup chacun peut développer aussi ses projets, donc ça aide. Et puis ben, l'écriture nourrit l'écriture, quoi. Un projet se met en route, il est vivant, il nous happe. Et quand on fait quelque chose qui nous nourrit, je pense que ça fatigue beaucoup moins que quand on fait quelque chose qu'on se sent obligé de faire et qui ne nous convient pas. Donc j'ai la chance de beaucoup aimer mon métier et que ça me nourrisse énormément. Il y a une grosse part sociale et une grosse part relationnelle qui me nourrit beaucoup. Et puis eh ben, avec l'écriture, c'est pareil en fait. Ce qui sert de moteur, c'est la plupart du temps, c'est les autres. Voilà. Il y a des amis, on s'envoie nos écrits, on se les relit, donc on se les attend. Donc ça crée un espèce de mouvement d'entraînement. Je pense qu'il faut surtout pas s'arrêter, parce que je ne sais pas si après on peut reprendre, mais il faut voilà, mener les choses au bout. Après, j'espère arriver à trouver un équilibre un peu plus. Là, c'est vraiment le maximum que je peux faire. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, j'aurai un équilibre entre des heures à l'hôpital et des heures en atelier d'écriture, et en modifiant un petit peu tout ça, parce que je pense que sur la durée, attention quand même à ne pas cramer toutes ces batteries. C'est vrai il faut être prudent. Quand tu t'es lancé dans l'écriture, est-ce que tu avais déjà écrit avant? Il y a parfois des gens qui, tu vois, qui écrivent quand ils sont jeunes, adolescents, et puis qui ont un journal ou quelque chose. Est-ce que toi, c'était le cas ou tu t'es lancé comme ça dans le premier atelier et puis ça t'a plu? Non, 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 moi j'étais une écrivaine honteuse, donc j'écris depuis que je suis toute petite. J'écris énormément.
Moi, je lisais beaucoup, plein d'histoires, tout ça. Mais bon, c'était l'époque, il n'y avait pas d'écran, pas de machin, pas de tout ça. Donc, le seul moyen d'avoir une vie parallèle, c'était les livres. Et j'ai usé et abusé de mes vies parallèles. Et donc, j'ai toujours écrit, mais évidemment, j'en ai jamais parlé à personne, 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 parce que le grand truc de moi, j'écris, mais ça peut pas être la même chose qu'un livre, quoi. Et réellement, j'ai révélé cet aspect secret, caché et verrouillé de ma personnalité au cours d'une soirée il y a 3 ans. Bon, voilà, c'était un petit peu une soirée un peu débridée. Je ne m'en rappelais pas, mais les gens m'en ont parlé le lendemain. Et en fait, voilà, quelqu'un qui a beaucoup assisté en disant, mais moi je veux lire, t'as parlé d'une histoire qui avait l'air super et tout. Et donc, je me suis sentie un peu au pied du mur, mais entre-temps, bon, j'étais quand même grande, tu vois, j'avais quand même passé la cinquantaine, donc je me suis dit, peut-être que finalement, je peux quand même le dire à quelqu'un et que je ne vais pas mourir foudroyée. Et en fait, le démarrage a été là, je l'ai fait lire, et la personne ne s'est pas réduite en cendres et ne m'a pas tourné le dos, donc je me suis dit, ah, mais finalement, on peut très bien survivre à ce handicap étrange. Et c'est là que je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien que je rencontre d'autres personnes qui écrivent. Et où est-ce qu'on rencontre des gens qui écrivent? Aux ateliers d'écriture, parce que c'est animé par un écrivain et c'est avec des gens qui ont envie d'écrire. Donc ça s'appelle une communauté de vilains petits canards. Et on se dit, waouh, c'est vraiment bien. Donc à partir de là, voilà, une fois qu'on a assumé publiquement le fait qu'on fait un truc qui est un peu étrange, mais que finalement ça se passe très bien, on n'est pas plus fou que les autres, ni que ceux qui font du jogging ou de la voile. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que souvent même les auteurs confirmés écrivent toujours pour eux, en fait. Et aussi, Oui, qui fait le plaisir et ce qui est le moteur, c'est d'écrire pour soi. Donc là, tu as écrit pour toi pendant longtemps, puis après, t'es ouvert et tu as décidé que tu pouvais t'autoriser à partager. Donc, mais je pense que le moteur, c'est d'écrire pour soi. Parce que d'un coup, il y a une espèce d'élan, il y a des histoires dans la tête, il y a des choses qu'on a envie. Quand on les a dans la tête, c'est très volatile. On n'arrête pas d'y penser, mais ça n'arrête pas de s'effacer. Et en fait, il faut y repenser pour le mémoriser, et du coup, ça se fige un peu. Quand on écrit, c'est pas grave. C'est mis sur le papier, voilà, c'est incarné, ça existe. Donc on peut y aller à fond sans se préoccuper, puisqu'on va pouvoir le lire, le relire, le relire. Et le truc qui était extrêmement douloureux dans l'écriture, pour moi, pendant toutes ces années, ben, c'était la solitude. Parce que du coup, on part dans plein de mondes qu'on se fabrique, on fait plein d'associations et on ne peut pas le partager. Et j'avais vraiment l'idée de l'écrivain, c'est tout seul dans sa tour, dans un phare face à la tempête. Et voilà. Et ça ne se produit que de lui, il n'y a rien autour, une pièce vide, seulement la page blanche. Et ça, c'est la vraie création. Et le premier pas aux ateliers d'écriture, ça m'a fait me rendre compte que c'était un gros mensonge, en fait, que personne n'écrit jamais tout seul. L'atelier d'écriture, c'est la part la plus plurielle de l'écriture. oui. Mais même quand on est soi seul, on s'en rend compte, on écrit, puis ça bloque, puis on ne sait pas, puis on va aller regarder un film, on va aller boire un café avec une copine, on va écouter une conversation, et quelque chose de l'extérieur va brancher la solution qui va nous apparaître. Donc c'est toujours nourri de l'extérieur en fait. Je pense que si on se met au fin fond d'une cave avec les murs vides, on va pas écrire un truc trop très nourri. C'est-à-dire ça va être les, les autres nous emmènent ailleurs. Et même plus que ça, pour écrire, je pense qu'il faut aussi l'autre en soi. C'est-à-dire que notre part qui écrit, elle va laisser aller des choses. Et à un moment donné, il faut abandonner la part qui a l'intention de mettre quelque chose dans l'histoire et se remettre dans le moi réel qui, lui, n'a rien écrit du tout et qui lit. Mais qui lit juste ce qu'il a écrit, qui a oublié l'intention de l'auteur, qui a oublié tout ce que l'autre a voulu y mettre et qui ne voit que ce qu'il y a réellement. Et c'est en faisant les allers-retours entre le lecteur en nous et l'écrivain en nous qu'on arrive petit à petit à construire quelque chose qui fonctionne, donc qui est partageable. Oui, dans un groupe d'auteurs, on avait un peu parlé de ça. Il y avait des gens qui étaient dans un mode, voilà, j'ai besoin de faire, par exemple, un plan, construire tout, que ce soit très clair dans ma tête. Et puis d'autres qui sont plutôt en mode, je vais me laisser aller et puis porter par la plume. Je dirais que ces deux modes se retrouvent aussi dans la manière de, à la fois écrire, donc un peu se laisser dans le sens se laisser porter par la plume, et puis revenir dans un mode analytique, donc le mode un peu de lecteur où tu dis: «OK,
qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que j'ai voulu, au final écrire? Parce que quand tu te laisses porter par ton élan, bah, voilà, tu as plusieurs, sentiments, plusieurs idées qui se mêlent et c'est pas toujours clair et facile de voir, vraiment ce que tu voulais dire à ce moment-là. Non? Et puis, il y a aussi quelque chose qui se rajoute, c'est que tu voulais dire quelque chose, tu as peut-être commencé par l'exprimer clairement, mais l'écriture s'embarquant d'elle-même, tu vas aller dans les endroits où tu découvres des choses qui sont dites que tu n'avais pas conscience de vouloir dire forcément. Et c'est là qu'est la part de création. Mais même les écrivains qui font un plan bien verrouillé, de toute façon, la maturation du plan, c'est déjà le laisser aller, le laisser réfléchir, et après, c'est fixé dans un plan, certes, mais ça reste un plan. Après, l'écriture des zones, des étapes intermédiaires du plan, eh ben, elle a aussi son petit pouvoir de vous emmener ailleurs, et il est très fréquent qu'on arrive en cours de route, pas hésiter à remettre en cause son plan parce qu'une meilleure idée ou une meilleure association vient. On garde la même direction du livre ou du roman ou de l'histoire qu'on veut écrire, la direction reste, mais des personnages peuvent s'ajouter ou se retrancher, ça arrive aussi, et les solutions peuvent être échangées parce que finalement, en cours d'écriture, on possède mieux l'histoire, on la vit plus, et ben, c'est exactement la même chose entre imaginer quelque chose, organiser un après-midi entre amis et l'imaginer, et le mettre en place, et ensuite la réalité de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui sera en retard, il y aura un truc, on va peut-être le faire durer plus longtemps parce que finalement c'est mieux, on va peut-être changer de site. L'écriture, c'est exactement la même chose. On a un bon plan, c'est sécurisant, ça nous permet de nous dire, ok, je ne vais pas me perdre, je sais où je vais. Ça a le mérite de donner une direction aussi, donc de permettre un focus, parce que l'écriture est ultra productive, on peut se retrouver noyé sous la masse de tout ce qui arrive. Mais en même temps, si on veut avoir un livre vivant, une histoire incarnée, je pense qu'il faut laisser la part d'imprévisible de la vie, qui est ce qui était prévu, la part imprévisible et la création, du coup. Mmh. Ce qui est aussi est très étonnant, c'est comme tu disais, bah, ça prend du temps de construire ton histoire, d'ajouter les éléments et cetera. Mais il y a aussi le fait que le hasard de la vie va t'amener à, te promener dans un endroit, rencontrer une personne qui va te donner une idée, te débloquer et finalement ton produit, ton histoire, elle est le résultat de plein de hasards qui se rencontrent sur ton chemin et tu te dis ton cerveau devient un peu obsédé par cette histoire et donc tu réutilises toute la matière pour construire l'histoire que tu es en train de construire, à un moment donné. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que ça se construit à la fois tout seul, avec notre focus particulier qui est qu'on rumine toute la journée et que tout ce qui vient autour peut être utilisé comme matière en disant j'en fais quoi. Et ça s'écrit avec la part extérieure parce que ça aligne plein de choses autour de soi. Au même titre que quand on vient d'acheter une voiture rouge, on voit plein de voitures rouges. Quand on est enceinte, on voit tout le monde avec des bébés, chose qu'on ne regardait pas avant. Quand on écrit une histoire sur un contexte particulier, on se met à le voir émerger partout autour de soi parce que du coup, il est pris en compte par nos filtres intérieurs. Et ça nourrit beaucoup. Et des fois, il y a des choses absolument hallucinantes qui arrivent avec le hasard. Moi, ça m'est arrivé dans un chapitre où je ne savais pas du tout ce que j'allais foutre. J'étais partie en plume libre et je me retrouve avec un espèce d'événement surnaturel où mon personnage est bousculé par un oiseau, se défend et se retrouve avec une plume dans la main. Je ne savais pas pourquoi j'avais écrit ce truc-là. Et je me suis dit, bon, une plume dans la main, il faut que je puisse l'utiliser pour la suite. Mais je ne voyais pas du tout ce que j'allais en faire. Et j'ai été sur Internet et j'ai tapé plume blanche. Et en fait, le première occurrence qui est venue, c'était un être défunt pense à vous et vous accompagne. Parfait, parfait. C'était exactement dans le trip du livre où elle pensait à sa grand-mère et tout ça. Et là, c'était, voilà, j'aurais pas pu faire mieux. Et je l'ai écrit tel quel en disant elle va sur internet, elle tape plume blanche et elle obtient ça et d'un coup elle comprend. Donc, ça m'a été servi par la réalité directe. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent où on zappe la nuit sur la télé et puis d'un coup on est happé par un mot et on se rend compte que la scène répond exactement. Donc il faut faire confiance à l'extérieur. De toute façon, je pense qu'il faut beaucoup regarder et écouter autour et beaucoup ruminer dedans. Et voilà, c'est une machine à mâcher. Le cerveau, il fait ça de toute façon, hein, le cerveau analytique. Il engrange de la matière, il classe, il trie, il fait des directions. Et la plume libre, elle va la chercher, la matière.
Donc je vois vraiment ça comme ça. Le premier G, c'est je fabrique de la matière. Et ensuite, l'écriture, qui est en réalité de la réécriture, je vais voir ce que je fais dans cette matière, comme un artisan a son bloc de bois, il va en sortir son œuvre. Oui, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant enfin, c'est même toujours obligatoire de passer d'un mode à l'autre pour pouvoir avancer, Oui, parce que dans un chemin, tu es bloqué, tu vas t'aider avec l'analyse, et puis après, tu vas te laisser porter par le flot de l'écriture, et voilà, c'est comme ça que tu peux avancer. c'est ça. Moi, l'image que j'ai, c'est la balançoire. Et vous savez, les tape-cul, les balançoires d'avant. Oui, Eh bien, en fait, c'est ça. Je veux dire, il y a la méthode analytique du plan, de tracer la direction de la boussole de la partie du cerveau qui a tellement peur de se perdre. Et puis, il y a l'autre partie qui est, mais moi, je vois tout, je vois plein de choses, j'entends, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et en fait, voilà, quand la partie intuitive est très remplie, ben, elle plombe, elle baisse. Et du coup, ça remonte. Et là, on se dit, ah, il serait peut-être temps d'analyser, de faire des traces. Et en faisant comme ça, les deux, l'alternance des deux, ça crée le mouvement de l'écriture qui va quelque part et qui va aboutir. exactement, oui. Très bien dit. Tu parlais des ateliers du travail en groupe. Comment ça se passe aussi dans les ateliers avec les relations avec les auteurs? Qu'est-ce que tu as comme retour là-dessus? Les auteurs, c'est le chef d'orchestre, quoi. C'est-à-dire, on est tous avec chacun son petit instrument, mais s'il n'y a pas d'auteur pour diriger la symphonie, ça ne fonctionne pas. Donc, il fait miroir. Il fait miroir, c'est-à-dire que quand on lit son texte, donc on fait sa petite partie, il vient, il dit voilà, ah, tel truc, ça marche très bien, tu peux bien t'appuyer dessus. Et après, on te pose des questions sur les autres choses qui sont plus floues. Ça te permet de prendre conscience d'abord de choses que tu écris tout le temps sans t'en rendre compte, on appelle nos petits tics et nos doudous, voilà, des espèces de formes de phrases qui reviennent tout le temps et qu'on ne voit pas, des formes de direction qu'on répète, qu'on ne voit pas. Donc il fait vraiment miroir et il nous aide à voir les angles morts. C'est-à-dire que les choses qui en fait sont présentes sous le texte mais sont étouffées, soit par la manière d'écrire, trop d'adjectifs, soit par le choix des phrases, soit par le choix de la personne. Donc il est vraiment un miroir et un poseur de questions. Parce qu'en nous posant des questions sur ce qu'on a voulu faire ou sur cette forme, quel écho elle fait en nous, il nous aide à trouver une solution qui nous est propre. Il n'est évidemment pas là pour nous dire ça c'est pas bien, si tu avais fait ça c'était bien, parce que du coup c'est plus notre texte, c'est le sien. Et c'est plus notre vision, c'est la sienne. Donc c'est plutôt des miroirs et des lumières, c'est-à-dire qu'il éclaire les ombres pour que nous puissions voir quelle est la matière ou l'outil dont on a besoin à ce moment-là pour se débloquer. Et il dirige l'ensemble, c'est-à-dire qu'il fait écho de textes des uns aux autres, il recoupe. En fait, voilà, c'est celui qui nous permet de voir dans notre diversité à chacun, notre singularité propre à tous, de voir l'universalité de ce qu'on est en train de faire. Et c'est super important parce que c'est à lui que revient d'amorcer la dynamique du groupe et de la pousser. Et cette énergie du groupe, elle est super importante. Et un auteur qui n'est pas à l'aise dans le groupe ou qui fonctionne en singulier ou en individuel va avoir tendance à faire plein de duos sur un cercle et sera efficace de toute façon, puisqu'ils le sont chacun à leur manière, mais manquera peut-être une dynamique de groupe. Ce que j'ai vécu dans les ateliers à distance. Dans les ateliers à distance, on a vraiment tout ce retour-là. Les textes, les corrections, il n'y a pas la dynamique de groupe. Même si on se communique nos textes, ça reste individuel, puisque je vais chercher les textes des autres et je les lis, et d'autres font ça. Et moi, ça m'a énormément manqué. J'ai trouvé que effectivement, si on est vraiment tellement seul et que le seul moyen c'est la distance et les échanges de textes, c'est très bien, c'est vraiment très bien, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Mais les échanges de groupe, c'est vraiment important. En quelques heures, on fait des progrès, on voit des choses, on change d'écriture. Vraiment. Moi, en 2 ans, j'ai complètement changé d'écriture. J'ai fait beaucoup d'ateliers et en mode prospecteur. Ah, pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Ah ben ça, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Et ça m'a ouvert une liberté d'outils
qui fait que je peux mélanger plein de choses et donc j'ai beaucoup plus d'outils pour dire des trucs qui sont plus difficiles ou moins conventionnels. Dans les ateliers, il y a beaucoup de sujets imposés avec des contraintes. Moi, j'ai trouvé que c'était enfin, j'ai adoré, rentrer dans ces contraintes et m'imposer ces cheminements. Toi, comment tu l'as vécu ces contraintes? Et en fait, c'est ce qu'on découvre en atelier, c'est que la liberté absolue paralyse. Voilà, parce qu'en fait, d'un coup, il faut faire un choix, et dans la multiplicité des choix, on est écrasé et on ne sait jamais par où pour commencer, et qu'en fait, l'obstacle rend créatif. C'est-à-dire, c'est dans la nécessité de traverser cet obstacle-là, parce qu'évidemment, on vient de nous dire, voilà le sujet, écris ça, top départ, t'as 30 minutes. On regarde tout le monde qui met sa tête dans son texte, et ça déclenche une nécessité, je ne peux pas ne rien écrire. Et fatalement, tout le cerveau se met en mode urgence, on va trouver un truc, t'inquiète pas. Et même si les contraintes les plus absurdes ou celles qui déclenchent le moins, enfin le plus rien du tout en nous, moi je me suis rendu compte vraiment avec des contraintes mais non seulement ça n'éclairait rien, mais j'avais même pas envie d'écrire sur le sujet. Et bien évidemment, comme je suis une bonne élève, j'ai dit je vais quand même mettre un truc. Et bien paradoxalement, c'est peut-être là que j'ai mis les meilleurs textes. Mmh. Donc je pense qu'en fait, sans s'en rendre compte, ça nous oblige à aller là où on n'a pas trop envie. Et du coup, c'est de la vraie exploration et il sort des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Alors que si on reste trop dans notre zone de confort, et c'est ce qu'on fait quand on écrit tout seul, je vais écrire là-dessus, il va arriver ça, et je vais faire les choses que j'aime bien. Mais en réalité, la vraie créativité surprenante, qui sort des clous, qui nous surprend nous-mêmes, elle vient de là où on n'avait pas envie d'aller, et il va bien falloir innover. Et la plupart du temps, c'est excellent. J'ai le même souvenir, oui, sur les contraintes où effectivement des sujets où j'ai écrit, à l'auteur en disant: «Non mais là je pourrais pas écrire sur ce sujet, j'y arriverai pas». C'est Et ça. puis bon, je me suis dit: «Bon allez, le lendemain, bon je vais quand même essayer quelque chose» et puis, au final, oui, c'était être un des meilleurs textes. Je crois qu'il y a eu plusieurs versions d'ailleurs. J'ai fait plusieurs versions complètement différentes qui avaient rien à voir et qui étaient toutes, intéressantes en fait. Donc, ouais, la contrainte je C'est trouve ça. est un piment, enfin c'est comme un peu de l'épice, tu as l'impression que tu as des épices à ta disposition, bah, tu vas avoir une contrainte et souvent même les contraintes ou les exercices sous contrainte que j'ai fait, je le réutilise dans des textes plus longs ou dans d'autres Bien matières, en fait. sûr. De toute façon, en atelier d'écriture, on arrive avec tout soi. Donc, toute sa matière, des trucs sur lesquels on est en train de travailler. Et moi, il y a plein d'exercices d'atelier qui ont déclenché d'excellents chapitres de là où du travail que j'étais en train de faire. Parce que forcément, comme c'est notre marotte et que ça tourne en boucle, quand la contrainte arrive, le cerveau va essayer de l'intégrer. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est mieux. Tu parles oui, de textes plus longs. Est-ce que tu as des projets? Tu as un projet de roman? Comment tu écris en ce moment? Ah, en ce moment, c'est très compliqué parce que l'université est venue un peu bousculer ça de manière. Voilà, donc là, je suis un auteur en quête de temps. Je pense que ça fait écho chez beaucoup de gens. Oui. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment blindé mon planning et ça devient très difficile. Et c'est compliqué d'écrire dans le train. Voilà, je fais les cours dans le train, je prépare tout un tas de choses, mais écrire dans le train, pour moi, c'est compliqué. Je peux écrire un peu partout, heureusement. Mais voilà, donc en ce moment, depuis exactement 2 ans, je suis sur un très très gros projet pour moi, qui a été en partie accompagné par beaucoup d'auteurs des mots, parce qu'au début, on m'a dit, mais pourquoi tu t'affliges ça? Mais vraiment, c'est un gros projet pour moi, c'est trop important et je dois aller au bout. Donc là, je travaille encore là-dessus avec l'université aussi, puisque dans la formation, on a aussi une part production personnelle. Donc je travaille sur un roman, et j'insiste bien sur le mot roman. Donc je veux que ça soit un vrai roman d'aventure, assez proche de l'heroic fantasy, mais plutôt du genre Tolkien que du genre bande dessinée, quoi. Voilà, des univers un peu comme ça. Sur les ateliers d'écriture. Voilà.
Donc, mon but, c'était de me dire, il y a trop de livres sur comment écrire un roman, comment faire ci, comment faire ça, qui sont écrits évidemment par des spécialistes du roman qui savent les écrire, c'est quand même mieux. Mais je me suis dit, moi, ce qui me manque, quand je lis ces livres, parce qu'évidemment, j'en ai toute une bibliothèque, donc on les lit, on les dévore, c'est super intéressant, mais en fait, on ne sait pas trop quoi en foutre, parce que ça donne des tas de trucs et des tas de machins, et ça ne nous aide pas pragmatiquement à faire les étapes les unes derrière les autres. Et moi, je me suis dit, un peu comme dans un roman, enfin pas un roman du tout, c'est d'ailleurs, c'est les trucs pour les nuls, là, l'histoire pour les nuls, l'informatique pour les nuls. Je me suis dit, ben moi, j'aimerais bien écrire justement un truc, enfin, j'aurais aimé qu'il y ait, évidemment, il n'y a pas, quelque chose écrit par un élève pendant qu'il est en train d'apprendre, plutôt que par un prof qui t'explique. Parce que l'élève, quand il est en train d'apprendre, il sait exactement à quoi il s'affronte, et il sait exactement là où il pédale dans la semoule et qu'est-ce qui est vraiment difficile. Donc, du coup, l'idée, c'était de le faire pas en mode d'emploi, justement, transformer un mode d'emploi en roman d'aventure. C'était ça la base. Donc, en fait, voilà, un personnage vient à une école d'écriture un peu spéciale, de qui on va la séparer. Et on va mettre son moi écrivain apprenti dans une matrice, et on va laisser repartir son moi réel qui n'écrit plus, qui est débarrassé de son moi écrivain, qui lui pourrissait la vie quotidienne en demandant toujours plus d'heures. Donc voilà. Et le moi écrivain qui est dans la matrice, et ben, il rentre dans la page blanche. Et en fait, s'il veut en ressortir pour retourner dans la réalité, il faut qu'il aille au bout du roman. Et donc, on va franchir avec lui chaque univers où il y a une étape qui est franchir la page blanche, démarrer une intrigue, les personnages, enfin, toutes les paliers vont être franchis. Et, euh, et c'est un peu sous forme d'atelier d'écriture aussi, parce que chaque chapitre c'est un exercice qui va donner lieu, dont le chapitre sera l'illustration, en fait, voilà. Donc le titre du chapitre, c'est la contrainte, et le chapitre, c'est l'illustration de la contrainte, qui en même temps est en train d'écrire le roman. Donc c'est compliqué, mais c'est super éclatant. Ouais, c'est super intéressant, très bonne idée, et ça donne, ouais, c'est alléchant, tu en parles bien, ça donne envie de le lire. Mais j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai été accompagnée hein, parce que mon projet, au début, les gens me disaient, mais tu peux pas faire un roman avec un mode d'emploi. Mais si, c'est possible, je suis sûre. Et, Et effectivement, on a mis du temps à trouver l'univers, mais j'ai été aidée par Lucie Desoblio, Chloé Delhomme. Enfin, chacun est venu, ça a intrigué les écrivains. Chacun est venu mettre un peu sa patte. Et du coup, j'ai trouvé rigolo de les mettre en écrivain guide du monde intérieur qui prend le groupe en charge pour le faire avancer d'étape en étape. Alors Donc, moi, j'ai fait. ouais, Vas-y, je suis tu es. persuadé effectivement qu'on peut mettre en histoire l'apprentissage et toutes ces choses que tu veux raconter. Je pense qu'il y a plus de réserve dans le milieu des auteurs français que voilà, j'écoute beaucoup de podcasts américains sur l'écriture notamment, et pour eux, voilà, la narration, le storytelling dans, dans l'apprentissage fait partie totalement C'est ça. du truc pour permettre à l'élève de rentrer et de comprendre le sujet. C'est même dans l'éducation, c'est la base. Si on veut pas s'ennuyer, il faut qu'il y ait un cours qui soit intéressant, qui mette des histoires, des anecdotes, qui mette tout en perspective. Donc effectivement, je pense qu'il y a un réflexe un peu français et que ce serait beaucoup plus admis ton Oui. approche aux États-Unis en tout cas. Et, avec par ailleurs aussi, les écoles d'écriture sont beaucoup plus populaires aux États-Unis, etc. Donc il y a quand même une Oui, ils ont démarche. démarré bien avant nous, et c'est bien installé dans l'enseignement, d'ailleurs, Oui. et à l'extérieur. Oui, oui, moi, je suis persuadée. Là, après, le public que je vise, qui sont bah, tous les gens qui ont envie d'écrire ou d'en savoir plus sur l'écriture en s'essayant soi-même, et je pense qu'on est extrêmement nombreux. Je pense à tous ceux qui écrivent dans la honte et qui se cachent, qui n'ont pas encore fait leur coming out. Voilà. Donc ceux-là sont de base intéressés par ces livres qui parlent du mode d'emploi. C'était pas susciter l'intérêt, c'était vraiment tant incarner, incarner l'histoire. C'est-à-dire qu'on puisse s'y projeter, parce que il y a plein de choses qu'on découvre quand on écrivant. Des idées qu'on se fait et qu'on ne savait pas, mais qu'on découvre qu'en écrivant. Des problématiques qu'on découvre qu'en écrivant.
et qu'on se rend compte qu'ils appartiennent à tout le monde. Dire l'histoire de on part à fond la caisse, au bout de 30-40 pages d'un coup, pouf, il n'y a plus, je sais pas où ça va, puis j'ai plus, là, bon, ben, je vais laisser tomber. Quand on apprend que en fait c'est normal, c'est le ventre mou, c'est là où justement on a besoin du petit analyste et des directions et des boussoles, et c'est ok. Et je me suis dit, si on arrive à l'incarner de manière claire, comme un vécu fantastique mais intérieur, il y a plein de pièges qui seront faciles à éviter et qui seront surtout dus, c'est pas moi qui ai un problème, c'est un outil qui me manque dans ce que je suis en train de faire. Donc on n'est pas obligé de réinventer la cuisine tout seul dans son fourneau avec les plantes autour et machin. Il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont bien fait, il y a plein d'expériences là-dessus. Et autant on se les partage justement en cuisine, en musique, et on utilise tout ce que les gens ont fait avant nous, il est temps qu'on puisse le faire en écriture sur un mode qui soit euh, accessible et pas trop universitaire, trop décalé de la réalité de ce que je suis tout seul devant ma page comme un plouc en me disant pourquoi j'y arrive pas. Et en plus, c'est un outil, ton roman est un outil que tu vas pouvoir utiliser directement en accompagnant des auteurs dans tes ateliers futurs. Donc, c'est Exactement. extrêmement Ce utile. sera un atelier clé en main, un mode d'emploi du roman clé en main, une biographie de l'écriture. Et voilà, moi je veux tout mettre. C'est pour ça que les auteurs me disent mais pourquoi tu t'infliges ça? Parce que on dit que le meilleur livre, que celui qu'on a le plus envie d'écrire, qui va nous motiver le plus, c'est le livre qu'on aimerait tellement lire. Et moi, voilà, c'est ce livre-là que j'ai envie de lire. À la limite, j'ai pas forcément envie de l'écrire. Si quelqu'un l'avait écrit, j'adorerais me plonger dedans et suivre les aventures du bébé écrivain qui cherche la sortie. Mais je ne l'ai pas trouvé, donc je m'y emploie. Mais je ne suis pas toute seule. J'utilise beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aux ateliers d'écriture, à qui j'envoie des morceaux en disant, et là, t'en penses quoi? Et t'as pas parlé de ça? Et pourquoi ça comme ça? Donc c'est assez collégial, en fait, comme écriture. J'ai beaucoup de relecteurs qui nourrissent de leurs impressions, de leurs idées. Et c'est très, très sympa à faire. Je pense qu'on devrait d'ailleurs faire un groupe. Ça ressemble à un jeu. On dirait un jeu de rôle. Voilà. Où chacun y va de son personnage et des idées de ce qui pourrait lui arriver. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi aussi, dans les ateliers que j'ai faits, on a gardé des contacts. Là, on a des groupes d'auteurs, on se revoit régulièrement, on travaille ensemble. Ça sert de motivation, ça sert Ah oui. à débloquer aussi, à trouver des idées, à comprendre pourquoi on est bloqué à un moment. Donc c'est vraiment le collectif en tant qu'auteur dont tu parlais tout à l'heure est vraiment très très utile. Oui, oui, c'est très utile. De toute façon, c'est bien une tendance humaine, je pense, universelle et de base. Quand on s'intéresse très fort à quelque chose, on a envie de trouver nos pairs pour pouvoir s'échanger. Voilà, donc les gens qui font de la musique se retrouvent entre eux, entament des trucs, jouent des machins, s'écoutent, s'envoient, et ça se passe partout. En cuisine, c'est pas quelqu'un qui dit je sais cuisiner, je reste toute seule dans ma cuisine, je veux entendre parler de rien. Il regarde des émissions, il voit des livres, il essaye des recettes, on échange des dîners. Et ben je suis bien contente que les ateliers d'écriture permettent ça, et j'ai à cœur de le faire passer. C'est pas encore très installé en France, on va dire, mais vraiment pas. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler d'atelier d'écriture. Et quand on dit atelier d'écriture, on ne voit pas très bien ce qu'on peut y faire, à part s'ennuyer comme à l'école. Non, merci, c'est bon, j'ai déjà donné, j'étais obligée, j'ai pas en plus payé pour y retourner. Merci, ça va. Et c'est le projet que j'ai en ce moment et qui est compliqué, c'est que j'essaye d'installer les ateliers d'écriture à l'hôpital. Pour le personnel soignant, pas pour les malades. Pour le personnel soignant qui est très très hiérarchisé, où personne ne se mélange et chacun fait sa tâche, en me disant ça serait sympa des ateliers d'écriture avec les femmes de ménage, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, l'administratif. Bon, j'en suis encore très très loin, mais ça commence à germer. J'ai pas encore une forêt vierge, mais je compte bien mettre des pouces. Ça décloisonne énormément. Oui, ce qui peut t'intéresser, c'est Martin Winkler, parce ouais, il est du domaine médical Oui, et il a écrit des romans et il anime des ateliers.
etc. Y compris, il en a animé dans le domaine Oui, médical, j'en ai donc fait je un pense, avec ouais, lui, pas par le lien médical, mais par les mots. Et oui, oui, on a les mêmes convictions. Alors vraiment, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et il y a du boulot à faire, et il y a du boulot à faire pour mettre l'écriture là où elle n'est pas. Il y a du boulot à faire que des gens font très bien, comme les mots, et comme tous les auteurs, et comme les critiques, et comme tout ce monde littéraire, qui font vivre l'écriture là où elle existe, pour la faire vivre encore plus. Mais je pense qu'il faudrait pas mal de petites mains pour aller faire vivre l'écriture là où elle n'est pas. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui est important pour se dire soi et se découvrir soi. Je pense réellement qu'on a tous un petit écrivain intérieur, absolument tous, quoi qu'il arrive, que celui à qui on ne donne pas de stylo, eh ben tant pis, il vient vous parasiter, il vient vous écrire votre vie, vous fictionnez vos journées et vos relations. Et si on veut avoir la paix, des fois, il faut lui donner un stylo et un créneau horaire pour qu'il arrête de venir réécrire tout ce qui se passe dans nos vies. Mais je pense qu'il est celui-là, une fois qu'on l'a repéré et qu'on lui a donné à manger, quand il va aussi nourrir notre vie. Parce que sur le papier, on peut tout explorer. Et donc, on peut retirer les fruits d'une fiction. Dans la réalité, il faut quand même garder la zone sécure. On n'est pas obligé de se jeter du haut d'une falaise ou d'aller vivre 6 jours sous la neige pour voir si on peut survivre avec des glands. Sur le papier, on peut. Sur le papier, on peut. oui, et c'est intéressant de voir aussi que bah, ça aide à passer, ça aide à vivre aussi d'écrire. Moi, je me souviens là, récemment, j'ai écrit un texte, une nouvelle sur la rentrée scolaire, parce que voilà, il y a des choses à organiser, tout se passe pas forcément comme prévu. Non, Donc j'ai écrit une petite non, nouvelle non. fantastique sur le sujet. Et ben voilà, ça m'a pris 2 heures. J'ai écrit ma nouvelle, ça allait beaucoup mieux après. Et voilà, je suis passé à autre chose. Donc ça aide aussi à passer des Ça caps. aide énormément, énormément. Ça aide à métaboliser ses émotions, ça aide à élargir son regard quand on est trop focalisé sur quelque chose qui nous poisse, ça aide à ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes, mais vraiment, ça aide à regarder ailleurs, donc à s'élargir. Je pense que quand on pense et quand on discute, on s'élargit déjà, puisqu'on métabolise des pensées, des visions, et on discute, on les échange, c'est très bien. Mais ça reste très volatile. On ne peut pas se rappeler, d'ailleurs dans les conversations, on dit mais tu as dit ça, non, j'ai pas dit ça, mais si, tu as dit ça, non, j'ai pas dit ça. On passe à côté de tout ce qu'on dit, qu'on ne sait pas qu'on a dit, on passe à côté de tout ça, et ça s'efface. L'écriture, ça l'ancre, c'est comme un objet qui existe. Et d'ailleurs, en thérapie, il y a des choses qui se font, comme écrire quelque chose et aller brûler la lettre ensuite. Donc, qu'on le veuille ou non, l'écriture, elle incarne. L'objet, il existe, les mots, ils sont là. Et du coup, ça donne de la réalité et du poids à des choses qui sont du coup plus efficaces. Je pense qu'entre soit vivant, soit parlant et soit écrit, on profite de au moins 3 mois. Et c'est bien d'être 3 plutôt que tout seul. Mmh. Oui, et ça fait partie aussi, les histoires sont un des instincts, presque primaires, humains. On est tous, calibrés pour comprendre des histoires, se raconter des histoires à nous-mêmes dans notre tête, comme tu le disais, voilà, donc on est, cette histoire de bah, tu as sûrement entendu parler de la quête du héros, et cetera. C'est une quête que tu écris aussi dans ton roman. Tout ça, c'est un peu ancré en nous, c'est notre vie. On romance dans notre tête, et c'est voilà, cette question de l'histoire, elle est profondément humaine et profondément ancrée en nous. Ah, je suis persuadée, mais vraiment pour moi, le propre de l'homme, c'est la fiction. Voilà, le propre de l'homme, c'est la fiction. On dit le propre de l'homme, c'est le rire. Oui, mais pour qu'il y ait rire, il faut qu'il y ait une histoire avant. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a langage, ou à partir du moment où le langage, c'est pas juste une autre forme de la réalité d'information pure, comme, comme juste la liste de courses, et encore que, on peut faire un thriller avec une liste de courses. C'est ce que je travaille dans un atelier d'écriture en ce moment, donc c'est vachement sympa. Comment partir du minimum pour arriver à n'importe quelle histoire. Non, non, je pense que le propre de l'homme, c'est la fiction. C'est-à-dire qu'on a une identité propre que parce qu'on se raconte notre identité. Parce qu'on se raconte en soi, moi je suis celle qui aime ci et qui aime pas ça, et qui réagit au quart de tour, et qui laissera pas passer, ou qui s'en fout,
on se raconte notre identité et le petit se raconte son histoire. On n'existe pas, en fait, si notre mental ne vit qu'avec des histoires. Et tout petit, ça commence tout le temps. Et je pense que ça commence depuis la nuit des temps. Sinon, on va pas peindre un truc sur un mur. Il y a une histoire. Il y a une histoire derrière, quoi. Donc oui, je pense que c'est ce qui nous fonde et je pense que c'est ce qui nous sauvera. On raconte une bonne histoire à quelqu'un et on change sa vision du monde. Merci Marjorie, je crois qu'on va en terminer là parce que c'est tellement, tu vois, je suis extrêmement ravi des sujets qu'on a abordés et de la manière dont tu l'as présenté. Donc, ça fait partie du plaisir du podcast. Et Oui, rencontrer ces rencontres-là, c'est toujours incroyable et un énorme plaisir. Donc, merci pour ton temps parce que comme on l'a tous vu, tu as un temps qui est très limité, donc tu jongles avec beaucoup de choses et un planning chargé. Je vais te souhaiter bon courage pour ton diplôme et peut-être à bientôt dans un atelier d'écriture, j'espère. ah oui, j'espère aussi. Ben, merci beaucoup, parce que toute personne qui relaie et qui peut faire parler et qui peut faire envie et qui peut amener à l'écriture fait sa part de petit colibri, donc c'est très bien et je suis ravie d'avoir pu t'aider là-dedans. Et oui, et j'espère qu'on rencontrera ou des gens qui ont écouté ton podcast en atelier d'écriture ou qu'on se croisera au mot. Ça me ferait énormément plaisir de partager un atelier. Ben, ça serait partagé également comme plaisir. Merci beaucoup. Merci.